Le 27 juin 1993, dans un petit club de Manhattan, environ 200 personnes attendent le début d'un concert. Officiellement, elles sont venues voir un groupe de punk. En réalité, elles sont surtout venues voir Gigi Alin. Depuis plusieurs années, chacun de ces concerts est une inconnue. Personne ne sait combien de temps il durera. Personne ne sait s'il ira jusqu'au bout. Personne ne sait si la soirée se terminera avec un rappel ou avec l'arrivée de la police. Quelques heures plus tard, Gigi Alin est retrouvé mort d'une overdose d'héroïne. Il avait 36 ans. Aujourd'hui encore, son nom continue de diviser. Pour certains, il représente l'incarnation la plus radicale de l'esprit punk. Pour d'autres, il n'était qu'un individu violent qui utilisait la musique comme prétexte à des comportements toujours plus extrêmes. Mais derrière cette image devenue presque mythique, se cache une question bien plus intéressante. Comment Kevin Alin est-il devenu Gigi Alin ? Pour le comprendre, il faut oublier un instant les concerts, les scandales et les vidéos qui ont construit sa réputation. Car l'histoire de Gigi Alin ne commence pas sur scène. Elle commence dans une maison perdue du New Hampshire, au sein d'une famille où la peur rythme le quotidien. Kevin Michael Alin naît le 29 août 1956. Pourtant, ce n'est pas le prénom que son père lui donne à la naissance. Convaincu d'avoir reçu une révélation divine, il décide de l'appeler Jesus Christ Alin, persuadé que son fils accomplira une destinée exceptionnelle. Son frère aîné, incapable de prononcer correctement Jesus, l'appelle simplement Gigi. Ce surnom ne le quittera jamais. Son père, Merle Sir, exerce une emprise totale sur la famille. Les témoignages de sa mère et de son frère décrivent un homme paranoïaque, violent et profondément instable. Il isole sa femme et ses enfants, les soumet à son autorité et alterne les accès de colère avec des délires religieux. Gigi Alin racontera plus tard que son père creusait parfois des tombes dans le jardin, en affirmant qu'elles étaient destinées aux membres de sa propre famille. Certains détails restent impossibles à vérifier aujourd'hui, mais tous ceux qui ont vécu dans cette maison s'accordent sur un point. Grandir auprès de lui signifiait vivre dans une peur permanente. En 1961, sa mère finit par fuir avec ses 2 enfants. Elle divorce, change officiellement le prénom de son fils, et Jesus Christ Alin devient Kevin Michael Alin. Mais si l'on peut changer un prénom sur un acte de naissance, il est beaucoup plus difficile d'effacer les années qui l'ont précédé. À l'école, Kevin supporte mal l'autorité. Il accumule les bagarres, les petits délits et cherche constamment à provoquer les réactions autour de lui. Influencé par des groupes comme les New York Dolls, il lui arrive même de porter des vêtements féminins pour choquer ses camarades. Cette provocation n'est pas encore celle que l'on connaîtra plus tard, mais on voit déjà apparaître un trait de caractère qui ne le quittera jamais. Attirer l'attention en bousculant les normes. Pourtant, à cette époque, la musique reste sa véritable obsession. Il apprend la batterie, joue avec plusieurs groupes locaux et rêve simplement de vivre de ses chansons. Rien ne laisse encore imaginer le personnage qu'il deviendra. En 1977, il fonde The Jabbers. Musicalement, le groupe s'inscrit dans le punk américain de l'époque. Les morceaux sont courts, rapides et énergiques. Il enregistre plusieurs disques, tourne dans de nombreuses petites salles et commence à se construire un public fidèle. Mais une réalité s'impose rapidement. À la fin des années 70, la scène punk est déjà saturée. Des centaines de groupes proposent une musique similaire. Les Jabbers sont appréciés, mais il reste un groupe parmi tant d'autres. Et c'est probablement à ce moment-là que Kevin comprend quelque chose qui va changer toute sa carrière. Il réalise que les gens oublient facilement une bonne chanson. En revanche, il n'oublie jamais un concert dont tout le monde parle le lendemain. Au début, il se contente d'insulter le public, de provoquer les spectateurs et de rendre ses concerts plus agressifs. Rien d'exceptionnel dans le milieu punk, mais très vite, il remarque que chaque provocation attire davantage de monde que les chansons elles-mêmes. Pour la première fois de sa vie, il obtient exactement ce qu'il cherchait depuis toujours, de l'attention. Et sans vraiment le vouloir, Kevin Alin vient de découvrir que le personnage de Gigi Alin intéresse beaucoup plus les gens que le musicien qu'il est réellement. Et à partir de ce moment-là, quelque chose se transforme.
Au départ, Gigi Allen utilise la provocation comme un simple moyen de se démarquer. Il ne cherche pas encore à devenir l'homme le plus extrême du punk. Il cherche simplement à ne plus être un musicien parmi tant d'autres. Mais très vite, il découvre un mécanisme qui va complètement transformer sa carrière. Chaque fois qu'il choque davantage de personnes parlent de lui. Les articles ne s'intéressent plus vraiment à ses chansons. Les spectateurs non plus. Ce qui circule désormais, ce sont les récits de ses concerts. On raconte les bagarres, les insultes, les arrestations. Peu à peu, Gigi Allen comprend que sa réputation est en train de devenir plus importante que sa musique. Et c'est probablement à cet instant que naît réellement le personnage. Car une réputation de ce genre fonctionne selon une règle très simple. Si le concert suivant est moins choquant que le précédent, les gens parlent d'une déception. Alors, il faut aller plus loin. Toujours plus loin. Les insultes ne suffisent bientôt plus. Les bagarres deviennent presque habituelles. Alors Gigi Allen commence à frapper les spectateurs, à les provoquer physiquement et à transformer chacun de ses concerts en affrontement. La frontière entre la scène et le public disparaît progressivement. Pour lui, un concert ne doit plus être un spectacle que l'on regarde, mais il doit être un événement que l'on subit. Cette escalade finit par atteindre un niveau inédit. Au milieu des années 80, Gigi Allen se mutile sur scène, se frappe jusqu'au sang et n'hésite plus à utiliser son propre corps comme élément de la performance. Puis viennent les actes qui feront définitivement entrer son nom dans la légende noire du rock. Il urine, défèque sur scène, se recouvre d'excréments et les lance parfois en direction du public. Pour beaucoup, c'est le point de non-retour. Et pour Gigi Allen, c'est exactement l'inverse. Plus les salles refusent de l'accueillir, et plus sa réputation grandit. Plus les spectateurs veulent assister à ce qu'ils considèrent désormais comme le concert le plus dangereux d'Amérique. Et plus sa réputation grandit. Sans s'en rendre compte, Gigi Allen vient de créer un piège dont il ne peut plus sortir. Le public n'attend plus de nouvelles chansons, mais il attend une nouvelle limite à franchir. Et lorsqu'un artiste devient célèbre pour ses excès plutôt que pour son œuvre, chaque représentation doit dépasser la précédente. C'est une fuite en avant dont il est presque impossible de revenir. Sa vie personnelle suit exactement la même trajectoire. L'alcool devient omniprésent. Les drogues prennent une place de plus en plus importante. Les arrestations se multiplient pour violence, agression et exhibitionnisme. Il passe régulièrement devant les tribunaux entre deux tournées, comme si les salles de concert et les commissariats faisaient désormais partie du même quotidien. Et en 1989, cette spirale finit par le rattraper. Après une violente agression contre une jeune femme, Gigi Allen est condamné à une peine de prison. Pour la première fois depuis longtemps, il est contraint de s'arrêter. Beaucoup imaginent alors que cette incarcération mettra un terme au personnage. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Pendant son séjour en prison, il continue d'accorder des interviews, d'écrire, de répondre à ses fans et d'entretenir sa propre légende. Lorsqu'il retrouve la liberté en 1991, il est plus célèbre qu'avant son incarcération. Il affirme désormais à chaque interview qu'il mourra sur scène. Ce n'est pas une simple déclaration provocatrice. C'est devenu la fin logique du personnage qu'il a construit. Pour Gigi Allen, une mort ordinaire serait presque une trahison. Après avoir passé des années à repousser toutes les limites, il imagine que son histoire ne peut se terminer que dans un ultime concert, sous les coups de la foule ou de la police. Le problème, c'est qu'à ce stade, il n'existe presque plus de différence entre Kevin Allen et Gigi Allen. Le personnage qui devait au départ attirer l'attention sur le musicien a fini par prendre toute la place. Kevin Allen ne joue plus le rôle de Gigi Allen. Il est devenu Gigi Allen. Le 27 juin 1993, Gigi Allen monte sur la scène du Gas Station, un petit club de Manhattan. Depuis quelques années, chacun de ses concerts suit à peu près le même schéma. Les premiers morceaux commencent à peine que les insultes fusent déjà. Très rapidement, les coups remplacent la musique. Les bouteilles volent, les chaises sont renversées. Comme souvent, la police est appelée avant même la fin du concert. Mais ce soir-là, Gigi Allen parvient à quitter les lieux avant son arrivée.
Avec plusieurs amis, il traverse les rues de New York et la soirée se poursuit dans un appartement de l'East Village. L'ambiance est étonnamment détendue. On boit, on discute, on rit. Au cours de la nuit, il consomme de l'héroïne. Au petit matin du 28 juin 1993, ses proches le retrouvent inconscient sur un canapé. Les secours ne peuvent plus rien faire. Gigi Allin meurt à l'âge de 36 ans d'une overdose. La fin est presque ironique. Pendant des années, il avait annoncé qu'il mourrait sur scène. C'est devenu l'une des phrases qu'il répétait le plus souvent en interview. Il imaginait une dernière performance interrompue par une émeute, un tir de la police ou une foule déchaînée. À ses yeux, c'était la seule conclusion possible pour le personnage qu'il avait construit. Mais la réalité est tout autre. Il meurt quelques heures après un concert, dans un appartement, loin des projecteurs et loin du public. Pourtant, quelques jours plus tard, ses funérailles vont donner l'impression que le spectacle n'est toujours pas terminé. 3 juillet 1993, son corps est exposé dans un cercueil ouvert. À la demande de ses proches, il est habillé comme il l'était presque toujours sur scène. En entrant dans la salle, on n'a pas l'impression d'assister à des funérailles traditionnelles, mais à la dernière mise en scène d'un personnage qui avait passé sa vie à transformer chacune de ses apparitions en performance. Autour du cercueil, les visiteurs ne se comportent pas non plus comme dans une cérémonie classique. Des bouteilles d'alcool sont déposées auprès de lui. Certains y ajoutent d'autres objets personnels, comme dans un dernier hommage à tout ce qui avait défini son existence. Puis survient une scène qui contribuera à rendre ses funérailles célèbres dans le monde entier. Des proches et des fans commencent à poser à côté de son corps pour prendre des photographies. Ces images feront rapidement le tour du monde. Elles choquent profondément une partie du public. Et pour ceux qui l'avaient connu, elles semblent respecter ce qu'il avait toujours voulu être. Un homme dont la vie entière devait ressembler à une performance. Et c'est peut-être là que se trouve la réponse à la question qui ouvrait ce documentaire. Comment Kevin Allin est-il devenu Gigi Allin ? Il ne l'est pas devenu en une seule journée. Ce personnage s'est construit progressivement. D'abord pour attirer l'attention sur sa musique, puis pour exister dans une scène punk où il peinait à se faire une place. Enfin, parce que chaque provocation attirait davantage de public que la précédente, jusqu'au moment où il n'a plus été possible de revenir en arrière. À force de devoir dépasser ses propres limites, Kevin Allin a fini par disparaître derrière le personnage qu'il avait créé. Et lorsque son cercueil est resté ouvert, quelques jours après sa mort, personne ne semblait vraiment être venu dire adieu à Kevin. Mais tous étaient venus saluer Gigi Allin. Et même la mort n'avait pas réussi à les séparer.